Maude Chartrand approché. Alors, Maude Chartrand, je vous la présente. Elle réalise présentement une maîtrise en sciences géographiques à l'Université Laval. Mais tout l'hiver, elle était stagiaire chez Hermet Sciences. Vous savez, c'est cette entreprise spécialisée en qualité de l'air, une entreprise basée à Québec. Et l'an dernier, notre deuxième journée scientifique, il y avait déjà eu une présentation de Hermet sur les dépôts éoliens sur le lac Saint-Charles. Et cette année, on continue de travailler sur les effets des les effets du vent sur les cyanobactéries. Et l'objectif de cette série d'études, c'est de faire le lien entre les dépôts éoliens, les vents, les cyanobactéries. Alors, on est dans un processus à établir des modèles de prévision de vent au lac Saint-Charles et c'est l'objet de la présentation de Maude. Donc, qu'est-ce que nous dit la climatologie locale et ses modèles de prévision? Maude, donc, c'est quoi? Bonjour à tous. Donc, comme Madame Guénette vient de mentionner, j'ai réalisé un stage cet hiver, donc chez Hermet Science, en collaboration avec l'APEL. Puis, le projet donc s'intitule Climatologie locale et modèle de prévision de vent au lac Saint-Charles. Donc, c'est un projet qui a émergé justement dans le contexte où on constate la présence de cyanobactéries au lac Saint-Charles, ce qui compromet la qualité de l'eau du lac. D'autant plus que bon, le lac est une source d'eau potable importante pour la ville de Québec. Donc, c'est réellement un sujet qui est important et qui est préoccupant. Alors, donc, dans ce contexte vraiment de mieux comprendre les cyanobactéries au lac Saint-Charles, mieux gérer, l'APEL a fait installer une tour météorologique aux abords du lac Saint-Charles, donc qui prend des données de toutes sortes aux heures, aux 10 minutes. Puis, moi, mon rôle dans ce projet, tout d'abord, c'est de faire une climatologie avec ces données de la région du lac Saint-Charles. On a étudié 3 paramètres, donc les vents, la température, puis les précipitations. Puis, ces 3 paramètres-là, en fait, ont une influence sur le développement des cyanobactéries. Par exemple, les vents, plus ils sont faibles, plus ça va être propice à leur développement parce que ça limite les mouvements dans la colonne d'eau du lac. Même chose pour les précipitations, moins il y a de précipitations, plus les cyanobactéries vont se développer parce que ça limite aussi les mouvements. Puis pour ce qui est des températures, bien, plus la température est élevée à l'extérieur, dans l'air ambiant, plus elle le sera à la surface de l'eau du lac. Donc ça aussi, c'est une condition favorable au développement des cyanobactéries. Par la suite, la deuxième portion du projet, en fait, c'est justement d'élaborer un modèle de prévision de vent pour les comparer par la suite aux données qui sont prises à la tour. Alors, le modèle qui est élaboré est le modèle CANET. Puis, donc, c'est un modèle qui... Non, c'est parfait, c'est parfait. Vous pouvez utiliser cette palette-là. Oui, tout à fait. Alors, le modèle qui est utilisé de prévision, CANET, utilise des données d'un autre modèle de prévision d'Environnement Canada à haute résolution, donc une résolution de 2,5 km. Puis, on extrait en fait les données pour les transposer dans le modèle CANET qui a une résolution de 100 mètres. Donc, par la suite, le modèle, en utilisant les données d'Environnement Canada, ajuste les données en fonction de, par exemple, la topographie du lac Saint-Charles, de l'utilisation du sol, pour justement mieux prévoir la météo dans cette région-là spécifiquement. Alors, on va tout de suite commencer avec la climatologie, donc faire un portrait du climat dans cette région-là. Alors, pour ce qui est de le premier facteur, donc pour le vent, on a réalisé une rose des vents globale, donc pour l'année 2017, de janvier à décembre. Puis, ce qui est intéressant avec une rose des vents, c'est qu'on peut à la fois voir quelles sont les directions les plus fréquentes, les plus abondantes, mais on peut aussi voir dans quelle direction la vitesse est la plus élevée. Alors, dans ce cas-ci, donc, pour la rose des vents globale, on peut voir que les directions nord, nord-est, puis ouest sont les directions de vent les plus abondantes. Puis, c'est aussi dans ces directions que le vent est le plus élevé. Donc, on peut le voir avec la petite partie en rouge là, sur le dessus, qui correspond à environ 5 à 8 mètres par seconde comme vitesse. Donc, ça reste quand même relativement faible comme vitesse, mais bon, voilà. Puis, par la suite, on a voulu comparer cette rose des vents-là au lac Saint-Charles avec celle de l'aéroport de Québec pour voir si le climat était vraiment unique ou plus spécifique dans la région du lac Saint-Charles. Puis, en comparant les deux roses des vents, on peut voir que oui, effectivement, il y a des différences. Donc, on peut voir que dans la rose des vents de l'aéroport de Québec, plus à droite, la direction nord est peu présente, tandis que la direction est, elle l'est vraiment beaucoup comparativement au lac Saint-Charles où elle l'est moins.
Alors, donc, on peut dire bon, que l'effet topographique de la région du lac Saint-Charles influence, oui, la direction du vent puis la vitesse. Par la suite, on a fait une comparaison, on a comparé en fait deux hausses des vents entre les heures du jour et de la nuit pour voir comment le vent se comportait aussi. Alors, pour la hausse des vents du jour, on voit encore une fois la direction nord et ouest sont les plus fréquentes, tandis que durant la nuit, ce qui est un résultat qu'on s'attend, les vents proviennent plutôt du nord-est, puis ce sont des vents relativement faibles, donc de 0 à 2 mètres par seconde. Donc, c'était vraiment un résultat qui est attendu parce que la nuit, les vents sont oui, plus faibles que le jour. Par la suite, on a aussi fait une comparaison des hausses des vents pour les 4 saisons de l'année pour voir comment ça se comporte. Je ne les ai pas mis dans le diaporama, mais on peut en discuter plus tard si vous voulez. Alors, par la suite, pour les deux derniers paramètres qu'on a fait pour la climatologie, donc pour ce qui est des précipitations, on avait les données de mars à décembre 2017. Puis, il faut savoir que pour les mois d'avril et mai, la moitié des journées n'a pas été enregistrée par la tour, donc ça peut biaiser un peu les résultats. On a quand même procédé aux analyses. Alors, on peut voir que les mois d'octobre à août et novembre sont les mois avec le plus de précipitations, tandis que les mois avec le moins de précipitations sont juillet et septembre. Mais, comme je vous dis, il manque la moitié des données, donc on ne peut pas nécessairement se fier à ce résultat. Par la suite, pour ce qui est des températures, donc on a joué avec plusieurs indicateurs, là, les températures moyennes, les températures maximales, minimales atteintes. Puis, comme on s'y attendait, les mois hivernaux sont plus froids que les mois estivaux. Alors, maintenant, pour la deuxième portion du projet, donc qui était de comparer les données de la tour avec celui du modèle Calmette. Avant d'entrer là-dedans, je vais vous montrer comment le modèle Calmette modifie les prévisions d'Environnement Canada. Donc, la hausse des vents qui est à gauche est celle d'Environnement Canada, puis celle à droite est celle du modèle Calmette. Alors, on peut voir que le Calmette fait bien son boulot dans le sens où il a vraiment ajusté la direction nord-nord-ouest en fonction de la direction du lac, en fonction du sens du lac. Donc, justement, il peut avoir un effet de canalisation du vent, ce pourquoi le modèle a ajusté cette direction dans cette fonction-là, dans cette direction-là. Alors, voilà pour ça. Maintenant, si on compare le modèle Calmette avec justement les données prises à la tour, donc ce qui est observé, alors on peut voir que le modèle Calmette est ici à la gauche, vraiment. Puis, c'est ça, on peut remarquer que c'est plus ou moins concluant, dans le sens où, oui, le modèle avait donné plus d'importance à la direction nord-nord-ouest, mais c'est plus ou moins le cas en observation. Même chose pour la direction est, le modèle Calmette l'avait surestimé comparativement à ce qui est observé. Donc, ça se trouve à quelques différences assez majeures là, entre le modèle et les observations. Pour approfondir encore plus les comparaisons du modèle et des observations, on a réalisé des comparaisons à différentes échéances de la journée. Par exemple, l'échéance 0 heure correspond à la période entre minuit le soir et 1 heure du matin. Donc, c'est une prévision d'1 heure. Tandis, l'exemple, l'échéance 12 heures correspond à 13 heures de l'après-midi. L'échéance 36 heures, c'est 13 heures de l'après-midi, mais le lendemain. Alors, je ne vous montrerai pas chacune des échéances, mais quelques-unes. Donc, pour l'échéance 0, qui est une prévision de 1 heure, on peut voir que pour la comparaison des directions, encore une fois, c'est plus ou moins concluant. La direction nord-nord-ouest est encore très surestimée. Voilà pour ça. Puis, pour ce qui est de la comparaison des vitesses, là aussi, on aurait souhaité en fait une ligne plus directrice, plus définie, comme on peut le voir pour la température. Donc là, les points sont plutôt rassemblés au point inférieur gauche du graphique. Alors, c'est plus ou moins concluant. Pour ce qui est de la température, ça reste assez bien. Là, c'est un paramètre qui est fréquemment prévu. Donc, voilà pour ça. Puis, je voulais vous montrer aussi l'échéance qui a la mieux réussi, qui est l'échéance 36 heures. Donc, étonnamment, parce que c'est quand même une prévision de une longue période, si je peux dire. Alors, pour ce qui est des hausses des vents, pour les directions, les hausses sont assez similaires, mis à part encore la direction est qui est surestimée par le modèle, donc qui est la hausse des vents plus à gauche. Donc, ça reste très bien. Puis, pour la comparaison des vitesses observées et prévues, les points sont davantage dispersés vers une même ligne, oui, plus large, mais quand même dans une même direction.
Puis pour ce qui est de la température, c'est aussi une très belle ligne là, définie. Par la suite, on a voulu confirmer ces comparaisons avec un test statistique, qui est le test statistique de Pearson. Donc, le coefficient en fait mesure l'intensité de la corrélation entre les valeurs observées et les valeurs prévues. Le coefficient s'étend de -1 à 1. Alors, on peut voir dans les résultats, bon, les échéances s'environnent tous autour de 0,5, 0,6. Donc, c'est des résultats qui sont modérés. On aurait peut-être souhaité qu'ils se rapprochent plus du 1 maximal. On a aussi procédé au test du R2, donc qui mesure également l'exactitude entre les observations et le modèle. Encore une fois, on peut voir que les échéances 36 et 12 sont les plus concluantes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ces deux échéances correspondent à la même heure de la journée. Donc, l'échéance 12 qui est à 13h de l'après-midi, puis l'échéance 36 qui est à 13h de l'après-midi, mais le lendemain. Donc, on pourrait croire que bon, le modèle a plus de facilité peut-être à prévoir la météo dans cette période de la journée. On a aussi fait le test statistique pour la température, puis bon, c'est très concluant comme on avait vu dans les graphiques précédents. Les coefficients se rapprochent tous du 1, donc ce qui est très bien. Alors, je vais conclure puis faire quelques recommandations. Donc, si on prend en compte, en fait, les paramètres que je vous parlais, là, qui étaient propices à la formation de cyanobactéries, on pourrait dire que, bon, sans surprise, que le mois de juillet est un des mois les plus propices à la formation de cyanobactéries, parce que les températures ils sont élevées, il y a de faibles précipitations, puis les vents sont également faibles. Par contre, il est certain que pour avoir un meilleur portrait de la climatologie ou lac Saint-Charles, allonger la période de collecte de données serait l'idéal parce que bon, l'année 2017 peut avoir été particulière. Donc, ce serait vraiment l'idéal. Puis pour ce qui est de la portion comparaison du modèle avec les observations, donc on a pu voir que le modèle sous-estime ou surestime certaines directions par rapport aux observations à la tour. Même si, bon, le modèle CANMET semblait bien ajuster le modèle d'Environnement Canada en fonction de la direction du lac, il y a quand même des lacunes avec les observations. Alors, encore une fois, pour valider davantage, puis s'assurer davantage de la justesse du modèle, on pourrait le tester à une autre tour météorologique pour voir comment il se comporte dans d'autres conditions météo, dans d'autres régions. Puis, on pourrait également là, allonger aussi la période de collecte pour voir comment il se comporte. Alors, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Maud Chartrand. Alors voilà, première question ou observation? En fait, c'est juste une observation. Je vous dis que c'est une très bonne conclusion, puisque côté linologique, moi je peux dire que le mois de juillet est toujours, disons, études ont démontré qu'utilisé pour la reconstruction de température de l'air atmosphérique, température de l'air. Parce que le mois de juillet, c'était le mois quand la température de surface de lac et de l'air correspondent le mieux. Ah oui. Puisque surtout dans les lacs qui sont stratifiés, comme le lac Saint-Charles, la période lorsque l'éplumium est le plus mince. Et là, ça permet aussi de poursuivre la trajectoire de température élevée pour l'apparition d'océans. Donc, je peux te fournir les articles qui démontrent côté linologique que le mois de juillet, c'est un bon mois entre ces deux températures. Allonger la période d'observation, ça voudrait dire quoi concrètement, idéalement? Prendre des données sur une plus longue période. Donc, c'est sûr, d'habitude, c'est sur plusieurs années pour avoir un meilleur portrait. Donc, oui, sur plusieurs jours, plusieurs années. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations sur le modèle, par exemple, le modèle CALMET? D'où vient-il ce modèle-là? J'ai peut-être mal saisi. C'est un modèle, en fait, qui est élaboré avec Met Science, puis les données proviennent du modèle de prévision d'Environnement Canada. Puis CALMET modifie, ajuste ces données-là pour créer son propre modèle. Mais d'après ce qu'on voit, le modèle CALMET demande à être amélioré. Oui. Clairement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations, M. Rousseau? C'est bien ça? Je vous en prie. Donc, question très technique. Quelle hauteur tu faisais les comparaisons? Ta tour météorologique est à 10 mètres? Je ne peux pas vraiment. C'est important. C'est important. Oui, à peu près, Mme Demel. Savez-vous par cœur?
Ah! Puis vous avez des petits problèmes techniques en avril et mai, si je comprends bien. En fait, on manque de données, là. en fait, la tour météo a été installée avec l'aide d'experts de Montréal par rapport à essayer d'avoir une situation optimale au lac Saint-Charles. Elle est en fait située au bassin sud, dans les marais du sud, et on a essayé alentour au maximum de réduire les influences locales sur la tour météo. Donc, on a réussi d'arriver à quelque chose, l'optimum de ce qui était possible. Si on aurait voulu avoir le 100% parfait, il aurait fallu couper toutes les arbres et enlever une coupe de maison. Mais couper les arbres à la pelle, ça se faisait pas, on a essayé. Donc, ça donne quelle hauteur à peu près? Mais c'est la hauteur en soi jusqu'en haut, c'est 30 mètres? Hein? C'est M. Ahmed parlait. Mais ce que je veux dire, c'est que la tour en soi a été installée vraiment selon des règles de l'art et avec ce qui était possible. Et les détails, je vais laisser M. Leduc. Monsieur Leduc, vous êtes de Hermès, c'est ça? Merci beaucoup. Oui, Richard Leduc, Hermès Sciences. Oui, la tour météorologique est installée selon les critères visuels d'exposition. Et les calculs sont faits, en fait, à la hauteur standard de la tour, à 10 mètres. À 10 mètres. Je voudrais quand même faire remarquer que le projet ici n'est pas le projet de maîtrise. Non. C'est un projet qu'elle a désiré réaliser pour connaître un peu le milieu climatologique et de prévision. Alors, lorsqu'elle a commencé, elle ne connaissait absolument pas du tout ce domaine, si on peut dire. Et je tiens à la féliciter pour le travail qu'elle a fait sur chez nous. J'en apprécie beaucoup. C'est quand même une tâche pour nous qui a été très demandante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a recueilli des données à tous les jours. Pendant l'année 2017, on a 280 jours, 268 jours. Oui, 268. Ça représente, dans une journée, ça représente près de 16 000 fichiers de données qu'on récupère et qu'on traite par la suite. Et l'ajustement du modèle Calmette, oui, il reste à être amélioré. C'est ça, c'est un processus. On a 40 000 points de calcul, et sur chacun de ces points-là, on a validé l'utilisation du sol pour pouvoir avoir vraiment une bonne confiance dans les résultats du modèle. C'est ce qu'elle nous a présenté. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Leduc, des précisions. M. Rousseau, vous aviez un dernier point, brièvement? Oui, un dernier point technique. La résolution spatiale sur le lac de la vitesse du vent. Donc, on a quelque chose d'une vitesse du vent à 10 mètres. Est-ce que c'était au mètre ou 10 mètres qu'on avait des points gris? 100 mètres. 100 mètres, OK. Merci. Parfait, merci. Oui, monsieur? Question technique. Alain Maillot, INRS. Le modèle est à 100 mètres. Environnement Canada, 2,5 km. C'est un saut. Donc, le domaine que tu simulais avec Calmette était de quelle dimension? Première question. Puis, aux frontières, est-ce que tu passais de 2,5 km à 100 mètres d'un coup sec? Je vais laisser Richard répondre. Le domaine sur lequel on a fait la modélisation, c'est de 20 km par 20 km. Centré sur la tour, pas de la tour. Alors là, on récupère à l'intérieur de ce domaine-là les données prévues aux 2,5 km par Environnement Canada. Alors, on a comme un ensemble de points, on a 180 quelque chose. Donc, aux 2,5 km par 2,5 km, on a des points qui servent à alimenter le modèle Calmette. Ce modèle-là, c'est pas un modèle, c'est un modèle qu'on appelle diagnostique. C'est pas un modèle qui est comme un modèle de prévision météorologique. C'est plus simple, mais ça tente de simuler de façon plus rapide, plus efficace, plus rapide surtout. Peut-être de moins bonne qualité, c'est sûr, mais de façon plus rapide, les effets locaux qu'on cherche à prévoir. Là, on a ramené la résolution, les calculs de Calmette à une solution de 100 mètres. C'est comme si ces données-là, du modèle prévu, étaient des observations dans le domaine, et ça alimente le modèle Calmette. Ce modèle-là, c'est un modèle reconnu par l'USEPA, qui fait partie de la suite du modèle de dispersion Calmette. Merci, M. Leduc. Voilà, ça répond à votre question, monsieur? Merci beaucoup.